La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 43.1. L'État sioniste 1. La Révolution, s'étant répandue dans la moitié de l'Europe qui lui avait été offerte par les alliés occidentaux, eut un effet supplémentaire, comme l'attaque d'un serpent, elle projeta une langue qui atteignit les côtes méridionales de l'Europe, traversant la Méditerranée jusqu'à un petit territoire appelé la Palestine. L'argent, l'équipement, l'escorte et les convois furent fournis par l'Occident, mais la Révolution apporta les deux composantes indispensables à l'État sioniste, le peuple pour l'envahir et les armes qui faisaient de sa conquête une certitude. L'Occident était de connivence, mais en dernière analyse l'État sioniste fut créé par la Révolution, qui de cette manière accomplit la doctrine lévitique du « retour ». Ces incursions en Europe et en Arabie constituèrent les seuls gains territoriaux récoltés lors de la Seconde Guerre mondiale, au début de laquelle les élus dictateurs avaient pour la seconde fois publiquement renoncé à toute velléité gain territorial. La conséquence de ces deux développements fut de laisser, au sein de l'Europe divisée et de la Palestine divisée, deux détonateurs permanents d'une nouvelle guerre, qui à tout moment pouvait être déclenchée par quiconque souhaiterait accroître ses ambitions par le biais d'une troisième guerre mondiale. Le lecteur se souviendra qu'au cours des années qui précédèrent la Seconde Guerre, le sionisme connaissait un fiasco en Palestine, et qu'en 1939, le Parlement britannique, contraint après 20 années de tentatives infructueuses de reconnaître que le foyer national juif était impossible à réaliser, avait décidé d'abandonner ce mandat inapplicable et de se retirer après s'être assuré que toutes les communautés du pays, arabes, juifs et autres, bénéficiaient d'une représentation parlementaire. Le lecteur constatera alors le changement qui survint lors de la nomination de M. Churchill au poste de Premier ministre en 1940, qui en comité privé déclara au Dr Weizmann, d'après le récit du Dr Weizmann, qui n'a pas été remis en cause, qu'il était tout à fait d'accord avec l'ambition sioniste de créer, après la guerre, un État de 3 ou 4 millions de Juifs en Palestine. M. Churchill avait toujours exprimé un grand respect pour les gouvernements parlementaires, mais dans ce cas, en tant que despote de guerre, il cassa en secret et arbitrairement la politique qui avait été approuvée, après des débats exhaustifs, par la Chambre des communes. Après cet événement, le lecteur a pu suivre le Dr Weizmann au cours de ses voyages en Amérique, et a vu à quel point les efforts de M. Churchill pour armer les Juifs, en cela, il rencontra l'opposition des administrateurs en fonction sur place, furent soutenus depuis l'Amérique grâce à la pression exercée par le Dr Weizmann et ses associés. C'était à cette étape que le lecteur avait quitté l'État sioniste en gestation. Tout au long de 1944, comme l'écrivit M. Churchill dans ses mémoires de guerre, il continua à soutenir les ambitions sionistes. Tout le monde sait que je suis déterminé à respecter les engagements pris par le gouvernement britannique auprès des sionistes dans le cadre de la déclaration Balfour, conformément aux amendements que j'ai apportés pendant mon mandat au sein du secrétariat des colonies en 1921. Aucune modification de la politique menée ne peut être actée sans discussion complète au sein du cabinet, 29 juin 1944. La politique menée avait été modifiée après discussion complète au sein du cabinet et du Parlement, en 1939. Ici, M. Churchill ignora tout simplement cette décision politique majeure et revint à la précédente, faisant écho à l'étrange déclaration d'un autre secrétaire aux colonies, M. Leopold Emery, cité précédemment, comme quoi cette politique ne pouvait être modifiée. À nouveau, il ne fait aucun doute que cela, le traitement envers les Juifs de Hongrie, est probablement le plus grand crime, et le plus atroce jamais commis dans toute l'histoire de l'humanité. Tous ceux impliqués dans ce crime qui nous tomberont entre les mains, y compris les simples exécutants de ces boucheries, devront être exécutés après que leur implication dans ces meurtres aura été prouvée. Des déclarations publiques devraient être faites, afin que chaque coupable ou personne impliquée soit recherché et exécuté. 11 juillet 1944. Ici, M. Churchill, comme le président Roosevelt et M. Eden, de façon implicite, lie l'exécution des coupables uniquement aux crimes qu'ils ont commis à l'encontre des Juifs, reléguant ainsi toutes les autres victimes à l'oubli dans lequel, en effet, elles tombèrent.
Incidemment, le lecteur a pu voir dans le chapitre précédent que les Juifs faisaient autant partie des tortionnaires que des victimes. Et pour continuer, j'ai hâte de répondre rapidement à la demande du Dr Weizmann relative à la constitution d'une force armée juive présentée dans son courrier du 4 juillet, 12 juillet 1944. J'apprécie l'idée que les Juifs essaient de mettre la main sur les meurtriers de leurs compatriotes d'Europe centrale, et je pense que cela générerait une grande satisfaction du côté des États-Unis. Je crois que c'est le souhait des Juifs eux-mêmes de combattre les Allemands où qu'ils soient. C'est avec les Allemands qu'ils sont en conflit, 26 juillet 1944. Si M. Churchill, comme le déclare M. Weizmann, avait accepté la mise en place, en Palestine d'un État constitué de 3 à 4 millions de Juifs, il aurait dû savoir que les sionistes entretenaient un conflit bien plus sévère avec la population des territoires arabes, et que toute force armée juive serait plus susceptible de s'attaquer à ces tierces parties innocentes qu'aux Allemands. La dernière allusion rapportée qu'ait faite M. Churchill, en tant que Premier ministre pendant la guerre, eut lieu après la fin des combats en Europe. Toute la question de la Palestine doit être réglée à la table des négociations. Je ne pense pas que nous devions prendre la responsabilité de gérer cette zone géographique très complexe pendant que les Américains restent en retrait et critiquent. Ne vous êtes-vous jamais dit que nous devrions leur proposer de nous remplacer ? Je n'ai pas connaissance du moindre bénéfice récolté par la Grande-Bretagne au cours de cette tâche pénible et impitoyable. C'est au tour de quelqu'un d'autre de prendre le relais, maintenant. 6 juillet 1945. Cet extrait, étudié en parallèle avec la remarque enjouée faite par le président Roosevelt à Staline, comme quoi la seule concession qu'il pourrait accorder au roi Ibn Saoud serait de lui donner les 6 millions de Juifs des États-Unis, révèle les pensées intimes de ces élus dictateurs qui exécutaient si docilement les ordres de Sion. M. Churchill espérait pouvoir mettre ce problème insoluble sur le dos des Américains. M. Roosevelt aurait été heureux de pouvoir le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Dans ce domaine, les grands hommes, comme cela fut prouvé par une remarque imprudente dans chacun des cas, se comportèrent comme le comédien qui, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à se libérer du collant papier tue-mouche. M. Churchill, dans ce mémorandum interministériel, n'était pas conscient du moindre bénéfice récolté par la Grande-Bretagne au cours de cette tâche pénible et impitoyable. Mais en public, lorsque Sion était à l'écoute, il continua, et cela continue à l'heure où ce livre est rédigé, à applaudir sans limite l'aventure sioniste, ce qui éveilla même la curiosité des critiques juifs, comme nous allons le voir. À l'époque où M. Churchill dicta ce dernier mémorandum selon lequel la question de la Palestine devait être réglée à la table des négociations, ses propos étaient si décalés qu'il pourrait les avoir tenus à des fins humoristiques. Le problème était clos, puisque les sionistes disposaient d'armes, les hommes devant utiliser ces armes allaient être illégalement transférés à travers l'Europe depuis le territoire révolutionnaire, comme illustré dans le chapitre précédent, et les principaux partis politiques en Angleterre comme en Amérique étaient prêts à applaudir tout acte d'agression, d'invasion ou de persécution commis par les migrants avec les armes qu'ils avaient obtenues. Cela était particulièrement évident dans le cas du Parti socialiste en Angleterre, qui était à l'époque le pays prioritairement impliqué dans la destinée de la Palestine. Le Parti travailliste, tel qu'il se qualifiait, d'Angleterre se présentait comme le défenseur des pauvres, des démunis et des opprimés. Il avait été créé et développé avec la promesse de pensions pour les retraités, de réduction du chômage, de soins gratuits, ainsi que de défense et de soutien aux faibles, aux pauvres et aux petites gens en général. Alors que la guerre approchait de sa fin, ce parti vit enfin la perspective d'obtenir le pouvoir avec une majorité substantielle. Comme le Parti conservateur et les deux partis américains, il calcula apparemment que même à ce stade, la victoire n'était pas tout à fait certaine et qu'elle pourrait être assurée en apaisant Sion. Ainsi, l'objectif principal de sa politique étrangère fut-il de déloger les habitants d'un petit pays lointain, encore plus pauvre, plus haï et opprimé depuis plus longtemps encore que les travailleurs britanniques pendant les jours les plus noirs de la révolution industrielle. Pour couronner le tout, en 1944, son leader, M. Clement Attlee, révéla le nouveau dogme du socialisme britannique,
que les Arabes soient encouragés à quitter la Palestine, pendant que les Juifs s'établissent. Qu'ils soient généreusement dédommagés pour leurs terres et que leur implantation en un autre lieu soit organisée avec soin et financée largement. 12 ans plus tard, presque 1 million de Palestiniens, encouragés à fuir par des bombes, continuaient à attendre dans les pays arabes frontaliers, et le Parti socialiste britannique, à chaque nouvel événement, demandait plus bruyamment à leur encontre un châtiment supplémentaire. Les socialistes britanniques, quand ils firent cette déclaration, savaient que les sionistes, sous le couvert de la guerre contre l'Allemagne, avaient accumulé des armes pour la conquête de la Palestine par la force. Le général Wavell, commandant les troupes du Moyen-Orient, avait informé M. Churchill depuis longtemps que, laissés à eux-mêmes, les Juifs battraient les Arabes, qui ne disposaient pas de source d'approvisionnement en armes. Le point de vue du général Wavell à propos de la stratégie sioniste était celui de tous les administrateurs responsables basés sur place, et c'est pour cette raison que le docteur Weizmann ne l'appréciait pas. Le lecteur a déjà constaté, aussi loin que la Première Guerre mondiale, que le déplaisir du docteur Weizmann était dangereux même pour les gens haut placés, et cela pourrait avoir joué dans le transfert du poste de commandement du général Wavell depuis le Moyen-Orient vers l'Inde. L'ouvrage officiel britannique History of the War in the Middle East, Histoire de la guerre au Moyen-Orient NDT décrit le général Wavell comme l'un des plus grands commandants de l'histoire militaire, et précise que la fatigue, due à ses grandes responsabilités, fut aggravée par le sentiment qu'il ne disposait pas de toute la confiance de M. Churchill, qui bombardait son commandant du Moyen-Orient de télégrammes, fatigants et inutiles, à propos de points de détail. De par sa réaffectation, le général Wavell pourrait avoir été une victime supplémentaire du sionisme, et les prouesses militaires britanniques durant la guerre en souffrirent peut-être, cela ne peut être démontré, bien qu'il s'agisse d'une conjecture raisonnable. En 1944, un assassinat de plus eut lieu dans cette histoire. Lord Moine, en tant que secrétaire aux colonies, était le ministre de cabinet alors en charge de la Palestine, poste précédemment occupé par Lord Lloyd, qui avait été violemment critiqué par M. Churchill pour avoir tardé à armer les Juifs, et qui était mort en 1941. Lord Moine était un humaniste et il avait de la sympathie pour le judaïsme, mais il partageait l'analyse de tous ses prédécesseurs, selon laquelle le projet sioniste en Palestine se terminerait par une catastrophe. Pour cette raison, et à cause de sa compassion pour ceux qui souffrent en général, il eut tendance à relancer l'idée de la mise à disposition de terres en Ouganda pour tout juif qui avait réellement besoin de trouver une nouvelle maison quelque part. Cet humanisme lui valut la haine mortelle des sionistes, qui n'acceptaient en aucune façon une approche les éloignant de l'objet de leur ambition, la Palestine. En 1943, Lord Moine changea de point de vue, selon M. Churchill, qui suggéra que le docteur Weizmann se rende au Caire pour y rencontrer Lord Moine et se rendre compte par lui-même de cette évolution favorable. Avant qu'aucune rencontre n'ait pu avoir lieu, Lord Moine fut assassiné au Caire, en novembre 1944, par 2 sionistes de Palestine ainsi, un pacifiste de plus fut éliminé d'une voie jonchée de cadavres de pacifistes précédents. Cet événement perturba pendant un certain temps le flot de mémorandums à propos de l'armement des Juifs, envoyés par M. Churchill à ses collègues, et une nouvelle fois, les responsables basés en Palestine recommandèrent urgemment que l'immigration sioniste vers cette destination soit suspendue. La réponse de M. Churchill, 17 novembre 1944, fut que cela ferait le jeu des extrémistes, alors même que les extrémistes demeuraient libres eu égard à leurs projets futurs et que leur nombre s'accroissait. Alors qu'en Europe, la fin de la Seconde Guerre mondiale approchait, les espoirs de M. Churchill relatifs à une transaction spectaculaire qui intégrerait dans la joie les Khazars à l'Arabie s'évanouirent. Si sa suggestion, selon laquelle Ibn Saoud devait être fait seigneur du Moyen-Orient, à condition qu'il s'accorde avec vous, I.E. Dr Weizmann, fut jamais transmise au président Roosevelt par le Dr Weizmann, un événement qui eut lieu en 1944 pourrait en avoir été le résultat. Un Américain, le colonel Raskins, représentant officiel du président Roosevelt au Moyen-Orient, pour citer le Dr Weizmann, rendit alors visite aux leaders arabes.
Le colonel Raskins, comme tout homme compétent, ne croyait pas au plan consistant à établir un État sioniste, mais il voulait aider les Juifs à se rendre en Palestine, si certains d'entre eux le souhaitaient, et ce, en accord avec les Arabes. Il s'aperçut que le roi Ibn Saoud considérait qu'il avait été grossièrement insulté par le docteur Weizmann, dont il parla, de la manière la plus agressive et la plus dédaigneuse, prétendant que j'avais, le docteur Weizmann, essayé de le soudoyer en lui offrant 20 millions de livres pour qu'il cède la Palestine aux Juifs. Indigné, il exclut toute proposition de transaction sous de telles conditions. Ainsi, toute perspective accord s'évanouit et le colonel Raskins disparut lui aussi de l'histoire, encore un homme bon vaincu dans sa tentative de résoudre le problème insoluble posé par M. Balfour. Ainsi, alors que la guerre entrait dans ses derniers mois, seules deux alternatives demeuraient. Le gouvernement britannique, abandonnant sa décision de 1939, pouvait continuer à lutter pour essayer de préserver un équilibre impartial entre les autochtones et leurs envahisseurs venus de Russie, ou bien, il pouvait laisser tomber le mandat et se retirer, retrait à la suite duquel les sionistes expulseraient les Palestiniens en utilisant les armes issues des théâtres militaires européens et africains. Ce second grand acte de la tragédie palestinienne se rapprochait. Le docteur Weizmann avait déclaré à M. Roosevelt que les sionistes ne pouvaient faire reposer la décision sur l'agrément des Arabes, mais M. Roosevelt n'avait pas pris d'engagement. Selon le docteur Weizmann, M. Churchill s'était engagé personnellement, en privé. En 1944, le docteur Weizmann devint impatient d'obtenir un engagement public de M. Churchill, sous forme d'une déclaration Balfour amendée qui accorderait un territoire, en lieu et place du terme vague, foyer national, à Sion. En 1949, il en voulait encore terriblement à M. Churchill, qui, sous le prétexte que la guerre devait d'abord être terminée, s'était abstenu de déclarer publiquement cette capitulation finale. Tel Macbeth, les grands chefs d'État du docteur Weizmann flanchèrent et se dérobèrent au moment où l'échéance approchait. Ni M. Churchill ni M. Roosevelt n'acceptèrent de commander ouvertement à leurs soldats la mise à exécution de cette échéance, et les sionistes crièrent « Volonté infirme » 52. Référence à la réplique de Lady Macbeth dans la pièce de Shakespeare Macbeth, acte 2, scène 2, NDT. Alors M. Roosevelt se rendit à Yalta, avec sur le visage l'expression d'un profond désespoir. Saisi sur pellicule par les journalistes, il s'engagea sur la partition de l'Europe en deux, et à la fin informa M. Churchill, qui, selon M. Hopkins, fut stupéfait et profondément choqué par la nouvelle qu'il allait rencontrer le roi Ibn Saoud à bord du cuirassé américain qu'ainsi. Ce qui s'ensuivit demeure mystérieux. Ni M. Roosevelt ni M. Churchill n'avaient le droit de céder un territoire arabe aux lobbyistes qui les harcelaient à Washington et à Londres. Néanmoins, ce qui leur était demandé était, en apparence, si insignifiant en comparaison de ce qui venait tout juste d'être fait à Yalta, que la soumission de M. Roosevelt, accompagnée d'un brutal ultimatum à destination roi Ibn Saoud, n'aurait surpris personne. Au lieu de cela, il quitta soudainement le rôle qu'il avait joué pendant de nombreuses années et se comporta en chef d'État. Ensuite, il mourut. Il quitta Yalta le 11 février 1945 et passa les 12, entre 13 et 14 février à bord du Quincy, jours au cours desquels il reçut le roi Ibn Saoud. Il demanda au roi d'accepter quelques juifs supplémentaires en Palestine, et reçut une réponse sèche, non. Ibn Saoud déclara Tchou, il y avait une armée juive de Palestine armée jusqu'aux dents et, il ne semblait pas combattre les Allemands, mais ciblait les Arabes. Le 28 février, M. Roosevelt revint à Washington. Le 28 mars, Ibn Saoud réitéra par courrier les craintes dont il avait fait part oralement, qui furent depuis confirmées par les événements, concernant les conséquences qu'induirait le soutien américain apporté aux sionistes. Le 5 avril, le président Roosevelt répondit, réaffirmant son propre engagement oral donné à Ibn Saoud, selon lequel « Je n'entreprendrai aucune action, en tant que chef de l'exécutif de ce gouvernement, qui pourrait se révéler hostile au peuple arabe. » Il mourut le 12 avril.
Son engagement n'aurait jamais été connu si un homme d'État américain, le secrétaire d'État James G. Burns, ne l'avait publié 6 mois plus tard, le 18 octobre 1945, dans une tentative désespérée de dissuader le président Truman, successeur de M. Roosevelt, d'entreprendre précisément l'action hostile aux Arabes, que le président Roosevelt avait juré de ne jamais mener. La promesse de M. Roosevelt fut littéralement faite sur son lit de mort, et une autre grande question de l'histoire reste sans réponse: était-il sincère? Si par chance il l'était, alors une mort intervint en faveur du sionisme. Son proche, M. Hopkins, qui était présent au moment de la rencontre et en rédigea un mémorandum, railla la suggestion selon laquelle cette promesse avait été faite sincèrement, déclarant que le président Roosevelt soutenait totalement les sionistes, en public comme en privé, et selon ses propres convictions. Selon ce mémorandum, M. Roosevelt déclara qu'il en avait plus appris sur la Palestine de la bouche d'Ibn Saoud en 5 minutes qu'il n'en avait appris au cours de toute sa vie. C'est à partir de cet événement que naquit l'anecdote célèbre selon laquelle Ibn Saoud aurait déclaré « Nous savons depuis 2000 ans ce qu'il vous a fallu 2 guerres mondiales pour comprendre ». Toutefois, M. Hopkins pourrait ne pas être un témoin crédible concernant cet événement, puisqu'immédiatement après la rencontre, lui, l'ombre du président, rompit mystérieusement avec M. Roosevelt, qu'il ne revit jamais. M. Hopkins s'enferma dans sa cabine, et débarqua 3 jours plus tard à Alger, où il fit porter un mot, par un intermédiaire, disant qu'il retournerait en Amérique par un autre moyen. La séparation fut aussi soudaine que celle qui avait eu lieu entre M. Wilson et M. Howes. Ce qui est clair, c'est que les dernières semaines et les derniers jours de M. Roosevelt furent assombris par la controverse de Sion, et non par des questions de politique américaine ou européenne. S'il avait vécu et si sa promesse faite à Ibn Saoud avait été connue, le sionisme, qui avec une grande puissance avait permis de le rendre et de le maintenir président pendant 12 ans, serait devenu son pire ennemi. Il mourut. L'engagement était catégorique, il continuait ainsi: aucune décision relative à la situation fondamentale de la Palestine ne sera prise sans avoir exhaustivement consulté les Arabes et les Juifs. C'était un désaveu complet du docteur Weizmann, qui lui avait dit « Nous ne pouvons faire reposer la décision sur l'agrément des Arabes ». Ainsi, entouré d'un mystère de la dernière heure, M. Roosevelt aussi quitta lui aussi cette histoire. Un dernier coup d'œil à la multitude qui s'était rassemblée autour de lui au cours de ces 12 années de règne nous est fourni par M. Merriman Smith, porte-parole supérieur de la Maison-Blanche. Cette description d'une veillée mortuaire montre que la beuverie de Yalta escorta le président jusque dans la tombe. La plupart des passagers du train étaient des collaborateurs de Roosevelt. Avant que le train ne soit hors de vue du dépôt de Hyde Park qui était tendu de crêpe noire, ils commencèrent ce qui allait devenir une veillée post-funéraire. L'alcool coula à flot dans tous les compartiments et salons. Les stores furent baissés dans tout le train, et vu de l'extérieur cela ressemblait à n'importe quel train ramenant des personnes endeuillées chez elles. Mais derrière ces rideaux, les membres de l'équipe de M. Roosevelt se payaient ce qu'ils considéraient être du bon temps. Leur patron aurait approuvé. Je vis l'un des chantres du New Deal balancer un plateau de verre vide dans les toilettes et crier sur un ton de fausse bravade « Allez, cul sec, on n'a plus besoin de verre ». Les portiers et les serveurs s'agitaient dans tous les sens, courant dans les couloirs avec des plateaux qui débordaient et se renversaient. Si vous n'aviez pas su qui étaient les gens dans le salon, vous auriez cru qu'il s'agissait d'une équipe de rugby de retour après un match. Certains utilisaient le whisky comme un antidote contre les soucis du travail. J'entendis un chœur d'alcooliques chanter « Ce n'est qu'un au revoir ». Tels étaient les cérémoniaux de la vie d'un politicien, au cours de ces derniers jours où les troupes marchaient vers une nouvelle victoire, où les armées communistes prenaient possession de la moitié de l'Europe, et où les sionistes de Russie étaient transportés par l'Occident vers l'invasion de la Palestine. Concernant cette question palestinienne, la mort libéra M. Roosevelt de son dilemme. M. Churchill resta seul pour y faire face. Il courtisait les sionistes depuis l'époque des élections de 1906.
Il avait fait partie du gouvernement britannique de 1917, à propos duquel un ancien membre, M. Léopold Emery, cité en 1952 dans un journal sioniste, déclara « Lorsque nous publiâmes la déclaration Balfour, nous pensions que si les Juifs pouvaient devenir une majorité en Palestine, ils formeraient un État juif, nous n'envisagions pas une Palestine divisée, qui n'existe qu'à l'ouest du Jourdain. » M. Churchill ne fit jamais part publiquement de telles intentions, en effet, il les rejeta, mais si telle était sa vision, cela signifie que même l'État sioniste établi à l'issue de la Seconde Guerre mondiale ne correspond aucunement aux intentions de ceux qui élaborèrent la déclaration Balfour, et que des invasions supplémentaires de territoires arabes doivent encore être menées par la voie des armes. Le mot-clé dans cette citation est « si les Juifs pouvaient devenir une majorité ». À partir de 1945, 3 décennies de révolte arabe avaient démontré que les sionistes ne deviendraient jamais majoritaires, à moins que les Arabes ne soient expulsés de leur terre natale par la force. La question qu'il restait à élucider était de définir qui allait s'occuper de l'expulsion. M. Roosevelt avait juré que jamais il ne le ferait. Le docteur Weizmann, toujours prompt à s'écrier « Je m'en tiens à mon billet », 53. Réplique de l'usurier juif Shylock dans Le Marchand de Venise de Shakespeare, acte 4, scène 1, NDT, aimait à déclarer que M. Churchill était impliqué dans la mesure où le docteur Weizmann désirait qu'il le soit. Même M. Churchill ne put mener à bien cette tâche. Lui aussi fut libéré de ce dilemme, non pas par la mort, mais par une défaite électorale. Ses mémoires laissent apparaître son orgueil blessé suite à ce revers, tous nos ennemis s'étant rendus sans condition ou étant sur le point de le faire, je fus immédiatement écarté par les électeurs britanniques de toute nouvelle responsabilité dans la conduite de leurs affaires. Ce n'était pas aussi simple que cela. L'historien du futur devra travailler à partir de ces informations, mais ceux qui ont vécu les événements savent mieux ce qui s'est passé. J'étais en Angleterre et assisté à l'élection au cours de laquelle M. Churchill fut écarté. En vérité, il eût été difficile de s'attendre à ce que l'électorat britannique puisse voir dans l'issue de la guerre, dont M. Churchill était le critique le plus acerbe, des raisons d'effectuer un vote de remerciement en faveur de M. Churchill, mais il y avait d'autres raisons à sa défaite que la simple désillusion. Comme pour les élections américaines, le pouvoir de « commander le vote » fut utilisé au cours des élections britanniques de 1945. M. Churchill était allé loin en armant les Juifs et en s'engageant en privé à soutenir le sionisme, mais pas assez loin pour le docteur Weizmann. En Angleterre, à la moitié du siècle, le contrôle de la presse était pratiquement finalisé. Sur cette question, la propagande sioniste pendant les élections fut fortement orientée contre M. Churchill et fut menée au nom des socialistes, qui avait fait le serment requis de soutenir les actions hostiles contre les Arabes. Les Arabes devraient être encouragés à partir pendant que les Juifs s'établissent. L'ensemble des parlementaires juifs bascula d'un coup du côté du Parti socialiste et se concentra dans sa mouvance la plus à gauche, là où se cachaient les communistes. Avec une grande satisfaction, les sionistes assistèrent à la déconfiture de leurs champions de 1906, 1917 et 1939. Le docteur Weizmann déclara que la victoire des socialistes et l'échec de M. Churchill emplit de joie tous les libéraux. C'était la récompense pour les 40 années de soutien au sionisme de M. Churchill. En fait, il n'avait pas ordonné aux troupes britanniques d'éliminer les Arabes de Palestine et, dès lors, était devenu un ennemi. Ainsi, M. Churchill fut-il au moins dispensé de la tâche consistant à décider du sort de la Palestine et n'aurait pas dû être aussi désespéré qu'il le décrivit, lorsqu'il fut désavoué juste après la victoire. Les socialistes britanniques, ayant enfin obtenu une majorité écrasante au Parlement, réalisèrent tout à coup qu'il était censé encourager les Arabes à partir, en recourant à la force. Quand eux aussi commencèrent à reculer face à ces comportements d'assassins, les accusations de trahison commencèrent à pleuvoir sur eux.
Le discours du docteur Weizmann devient alors frénétique et rempli d'indignation. D'après ses déclarations, le gouvernement socialiste, 3 mois après son élection, rompit la promesse qu'il avait répétée au peuple juif si souvent, si clairement, et même avec véhémence. Pendant 40 ans, Laure Curzon semble avoir été le seul dirigeant politique impliqué dans cette affaire à réaliser que même le plus banal mot de sympathie confié au docteur Weizmann serait plus tard mis en avant comme une promesse, donnée solennellement et rompue lâchement. Parmi les socialistes victorieux, un homme de parti talentueux, un certain Monsieur Hall, hérita du secrétariat aux colonies de Lord Lloyd, Lord Moine et des autres assassinés ou diffamés, et était tout juste en poste lorsqu'une délégation du Congrès sioniste mondial se présenta. Je dois dire que l'attitude adoptée par les membres de la délégation fut différente de tout ce que j'avais jamais observé. Il ne s'agissait pas d'une requête visant à ce que le gouvernement de Sa Majesté étudie les décisions de la conférence sioniste, mais d'une demande visant à ce que le gouvernement de Sa Majesté exécute ce que le Congrès sioniste lui ordonnait. 10 ans plus tard, un ex-président américain, M. Truman, se souvint avec le même étonnement candide de visites similaires qui avaient eu lieu pendant son mandat. En 1945, ce phénomène se perpétuait depuis 1906 sans ce que cela dérange la léthargie politique de M. Hall. Peu après, il fut évincé du secrétariat aux colonies, après qu'on eut soudainement réalisé qu'il avait les qualités requises pour accéder à la pairie. Le gouvernement socialiste de 1945, qui en politique intérieure fut sans doute le pire qu'un pays sortant de la guerre et ayant besoin d'être revivifié aurait pu connaître, rendit un service à son pays dans le domaine de la politique étrangère. Il sauva, en honneur, ce qui pouvait être sauvé. Malgré la pression venant des 4 coins de la planète, il refusa de jouer en Palestine le rôle de l'assassin, s'il ne protégea pas les Arabes, et à ce moment-là il n'en avait probablement pas les moyens, au moins il ne les détruisit pas au nom du maître sioniste. Cette réussite fut l'œuvre exclusive d'un certain monsieur Ernest Bevin, qui selon moi fut le plus grand homme politique britannique du XXe siècle. Selon les comptes rendus, le roi George VI, le plus discret des monarques, pressa le nouveau Premier ministre socialiste, M. Attlee, de nommer son collaborateur le plus méritant et le plus solide au poste de ministre des Affaires étrangères, parce que l'état du monde le nécessitait si clairement. Alors, M. Attlee remania la liste qu'il avait déjà élaborée, élimina le nom de quelques valeureux, libéral, qui auraient pu impliquer son pays dans le futur pogrom arabe, et mit à la place celui de M. Bevin. Déjà en 1945, la Palestine était devenue un problème clairement trop important pour les secrétaires aux colonies, c'était, et cela le restera pendant longtemps, la préoccupation majeure des premiers ministres, des ministres des Affaires étrangères, des présidents et des secrétaires d'État en Angleterre comme en Amérique, parce qu'il s'agit de la source la plus explosive quant à de nouvelles guerres. En 1945, dès que la « victoire » fut remportée, ce dossier était considéré comme dominant et pervertissant la politique de tous les États-nations. Sans crainte, Ernest Bevin, le garçon de ferme du Somerset et idole des dockers, prit la bombe en main et essaya de neutraliser le détonateur. Il aurait pu réussir s'il avait obtenu le soutien ne serait que d'un seul dirigeant occidental, quel qu'il soit. Ils lui tombèrent tous dessus comme des loups. Il y avait comme un arrière-goût de rassemblement religieux et d'hystérie évangéliste dans l'abandon de leur abdication face à la domination sioniste. C'était un homme robuste, l'esprit des contrées de l'ouest de l'Angleterre soufflait dans ses os et dans ses muscles, et leur courageuse tradition coulait dans ses veines, mais malgré cela il fut physiquement brisé en quelques années par la violence d'une diffamation incessante. Il n'était pas du genre à se décourager. Il réalisa qu'il avait affaire à une dynamique fondamentalement conspirationniste, une conspiration dont la révolution et le sionisme faisaient partie, et il est peut-être le seul homme politique de ce siècle à avoir utilisé un terme, conspiration, dont la définition s'applique parfaitement à cette situation. Il déclara abruptement au docteur Weizmann qu'on ne le contraindrait ni l'inciterait à toute action qui serait contraire aux engagements britanniques.
Le docteur Weizmann n'avait pas fait face à de telles déclarations, à un tel niveau, depuis 1904, et son indignation, surgissant hors de lui et matérialisée par le biais des organisations sionistes du monde entier, produisit les attaques incessantes qui s'ensuivirent alors à l'encontre de M. Bevin. M. Churchill, s'il était resté Premier ministre, aurait apparemment eu recours aux forces armées britanniques pour mettre en œuvre la partition de la Palestine. Cela semble être la conséquence inévitable de son mémorandum adressé au comité des chefs d'état-major, le 25 janvier 1944, dans lequel il déclara « Les Juifs, laissés à eux-mêmes, écraseraient les Arabes ». Par conséquent, il ne peut y avoir grand risque à se joindre aux Juifs afin de mettre en œuvre le type de projet de partition qui est proposé. Le lecteur peut noter combien les circonstances modifient grandement les arguments. La scission de l'Europe était pour M. Churchill une partition ignoble, qui ne peut durer. La partition de la Palestine valait, elle, la peine d'être menée à bien en se joignant aux Juifs. M. Bevin refusa de prendre part à un tel projet. Selon ses instructions, le gouvernement socialiste annonça qu'il n'accepterait pas le scénario selon lequel les Juifs devaient être expulsés d'Europe ou que l'on ne devait pas les autoriser à revenir vivre dans ces pays européens, sans discrimination, apportant leurs connaissances et leurs talents à la reconquête de la prospérité européenne. Ces mots démontrent que cet homme comprenait la nature du chauvinisme sioniste, les problèmes qui en découlaient et leur unique solution. Ils décrivent ce qui arrivera inévitablement un jour, mais ce jour a été repoussé à un quelconque moment après une nouvelle période de désastre en Palestine, qui impliquera probablement le monde entier. Il fut soit le premier homme politique britannique à comprendre ce sujet, soit le premier à avoir eu le courage d'agir en accord avec ses connaissances. Le gouvernement socialiste de 1945 fut amené, par une administration responsable, à faire ce que tout gouvernement responsable précédent avait été obligé de faire, envoyer une nouvelle commission d'enquête, qui ne put rien faire d'autre que de rendre les mêmes rapports que les commissions antérieures, et parallèlement réguler l'immigration sioniste et protéger les intérêts des autochtones arabes, en accord avec les promesses de la déclaration Balfour initiale. Le docteur Weizmann considéra cela comme un retour à l'ancien et sournois double accent mis sur les obligations envers les Arabes de Palestine, et la machine sioniste se mit en branle afin de détruire M. Bevin, contre lequel, pendant les 2 années qui suivirent, une campagne mondiale fut dirigée. Cela fut coordonné, synchronisé et d'une effroyable violence. Tout d'abord, le Parti conservateur fut envoyé à l'assaut. Les socialistes les avaient battus en capitulant face au sionisme, ce qui leur apporta le soutien de la presse instrumentalisée. Les conservateurs, ayant perdu leur mandat, jouèrent cette carte maîtresse contre les socialistes, et à leur tour capitulèrent face à Sion. Cela fut clarifié d'un seul coup, le parti proclama qu'il combattrait la politique intérieure des socialistes et soutiendrait leur politique étrangère, mais à partir du moment où les socialistes firent leur déclaration au sujet de la Palestine, le parti conservateur fit une exception au second engagement, il démarra une attaque permanente contre la politique du gouvernement socialiste au sujet de la Palestine, ce qui voulait dire contre M. Bevin. À ce stade, M. Churchill, protégé au sein de l'opposition, se rabaissa en accusant M. Bevin de « sentiments anti-juifs », une attaque empruntée aux coulisses de la Ligue anti-diffamation, qui ajouta un nouveau mot, « bevinisme », à son dictionnaire des termes calomnieux. Aucun de ses adversaires politiques ne fut jamais calomnié de la sorte par M. Bevin, collègue remarquable de M. Churchill pendant les longues années de guerre. Ainsi, M. Bevin, faisant face aux plus grandes menaces, reçut-il le soutien total du parti d'opposition sur tous les dossiers de politique étrangère à l'exception d'un seul, la Palestine. Pourtant, il aurait encore pu sauver la mise, n'eût été l'intervention du nouveau président américain, M. Harry S. Truman. Avec sa promotion automatique depuis la vice-présidence jusqu'à la présidence, à la mort du président en exercice, l'histoire du XXe siècle recommença à suivre la trame d'une tragédie grecque, ou d'une comédie burlesque.
M. Truman impliqua son pays jusqu'aux oreilles dans l'imbroglio palestinien au moment même où l'Angleterre, enfin, voyait surgir un homme qui était compétent et suffisamment solide pour mettre fin à cette aventure désastreuse. À moins qu'un homme ne possède ce génie qui le dispense d'acquérir des connaissances de base, une petite ville du fin fond du Middle West américain comme Kansas City n'est pas un endroit idéal pour s'informer sur la vie internationale. Monsieur Truman, lorsqu'on lui confia la présidence, avait deux handicaps majeurs pour ce poste. D'une part l'isolement de son lieu de naissance eu égard aux affaires internationales, et d'autre part une connaissance accrue en matière d'élections locales, dont il savait beaucoup de choses. À Kansas City il avait vu la machine en marche, il en savait long sur les patronages, les barons politiques, et les remplissages d'urnes avec de faux bulletins. Il en avait retenu l'impression que la politique, c'était comme les affaires, basées sur des règles fondamentalement simples, qui ne laissaient pas de place pour les grandes idées. Cet homme de taille moyenne, robuste et exhibant un large sourire, était sur le point de signer l'ordre déclenchant un acte de destruction sans précédent dans l'histoire de l'Occident. Il s'avança prestement vers la scène des grands événements. Il décida à Potsdam que oncle J.E., était un bon gars, et termina là-bas les réarrangements territoriaux de l'Europe et de l'Asie qu'avait initié M. Roosevelt. Il organisa le largage des bombes atomiques sur les villes sans défense d'Hiroshima et de Nagasaki. Aucune série d'actions comparables ne fut jamais imputée à un ex-marchand de chemises ayant fait faillite et ayant été parachuté à un poste d'élu dictateur. Alors, il tourna son regard vers la politique intérieure et les prochaines élections au Congrès et à la présidence. Dans ce domaine, il savait, et le déclara, que les votes contrôlés par les sionistes étaient décisifs.